Rebonjour à toutes et à tous. Nous continuons cette belle soirée désormais puisqu'on rentre dans la soirée avec Emmanuelle David, directrice associée Jamini et Usha Bora, fondatrice de Jamini, sur le sujet Jamini, omnicanalité et art de vivre contemporain au service de profondes valeurs humaines et patrimoniales. Je vous laisse la parole et puis derrière on pourra faire un petit peu de questions-réponses. Merci beaucoup. On m'entend, c'est super. Alors c'est tout un programme, effectivement. Merci de nous accueillir ici. Alors nous ne sommes pas une marque d'NVB au sens propre du terme, mais nous avons bien compris que dans notre constitution et la croissance de la marque, on pouvait partager des choses. Alors en toute humilité, ce qu'on vous propose de faire aujourd'hui avec Usha, c'est de vous raconter comment cette marque s'est créée, ses valeurs, sa communauté, parce que c'est un point extrêmement important dans notre marque, et les enjeux de demain. Voilà. Donc d'abord, Usha, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que Jamini, en quelques mots aujourd'hui? Bonjour. Est-ce que quelqu'un ici connaît Jamini? Pas moi. Oui, un petit peu. Moi, je veux savoir. Tout petit peu, d'accord, ok. Donc Jamini, ça veut dire la couleur pourpre. Voilà, c'est la première question qu'on me pose, pourquoi Jamini? Ça veut dire la couleur pourpre dans la langue hindi, qui vient d'Inde, donc je suis indienne d'origine. Et pourquoi Jamini? La question, je me suis posée pendant très longtemps, qu'est-ce que j'allais faire en France? Voilà. Pourquoi j'existe, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je peux apporter, quelle est vraiment ma raison d'être en tant que quelqu'un qui contribue à la société. C'était ça qui a fait naître Jamini. Donc, quand je suis arrivée ici il y a quelques années, je me suis plutôt bien intégrée ici, mais je me suis dit, il y a un grave problème ici. Le problème, c'était la maison Chanel, la maison Dior, qui fabriquait plein de belles choses en Inde, et personne n'en parlait. C'était la maison Dior de Paris, tandis que toute la broderie a été fabriquée dans les ateliers en Inde par des gens extrêmement talentueux. Et ça me rendait complètement malade. Je me suis dit, c'est pas possible. Il faut qu'on parle de ces gens-là. C'est eux, les vrais artisans. C'est eux qui créent ces produits-là. Et par contre, c'était pas du tout connu. Donc, après avoir passé quelques années dans une grande boîte, je me suis dit, je vais aller faire parler de ces gens. C'était ça la motivation, en fait. Donc, je voulais parler de ces mains derrière les jolis produits. Et complètement par hasard, une amie m'a dit, Usha, quand tu pars en voyage en Inde, en vacances, est-ce que tu peux me ramener des beaux produits pour une marque qui s'appelle Bonpoint? Parce qu'elle était stylée chez Bonpoint. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais aller dans les marchés, je vais me balader, je vais m'éclater. Et je suis revenue avec une mallette, plein de différents types de tissus et d'échantillons. Et ça a continué pendant 2-3 années. Et elle m'a dit, ouais, ça a trop bien marché ton tissu, est-ce que tu peux m'apporter d'autres tissus, d'autres choses? Et je travaillais dans le marketing, dans une grande boîte de cosmétiques, donc ce n'était pas du tout mon métier, je ne connaissais rien de tissu. Et j'ai fait ça pour elle juste par amour et par plaisir. Et au bout d'un certain nombre d'années, je me suis dit, bon, c'est le moment de changer ma vie pour me reconnecter avec l'Inde, qui était mon pays d'origine. Et comment est-ce que je peux faire ça d'une façon intéressante et aussi une façon qui contribue vraiment à quelque chose? Pas juste un joli produit pour Bonpoint, mais qu'est-ce qu'il y a à la fin de cette chaîne? Et je pensais à cette femme, parmi lesquelles j'avais grandi, qui portait des choses absolument magnifiques, mais totalement kitsch. Mais vraiment, pas jolies, mais avec une technique magnifique. Je me suis dit, bon, là, ce qu'elle fait, c'est magnifique. Il y a certainement quelque chose qu'on peut faire avec, mais pas comme ça. C'était rouge, fuchsia, une personne qui danse dans la rue, un pan énorme quelque part. Donc là, je me suis dit, bon, je vais transformer ces choses magnifiques dans des choses à la mode, des choses contemporaines qu'on pourrait mettre dans les jolis appartements à Paris et tout le monde va dire, waouh. Donc c'est comme ça est né Jamini, par l'amour des techniques artisanales, mais avec la volonté de créer quelque chose de moderne qui puisse fonctionner dans la société occidentale. Ça, c'était la première ambition, de faire quelque chose pour ces femmes. Parce que ce sont des femmes fortes, parce que ce sont des femmes qui sont quand même battues par leur mari, qui sont des femmes qui gagnent par l'argent, qui sont des femmes qui n'ont pas d'argent pour envoyer les enfants à l'école. Donc il y a beaucoup de choses derrière, mais qui avaient cette force et ce talent. Donc c'est là qu'est née la marque Jamini. Et j'ai commencé à parler sur Instagram. Je ne savais pas faire. J'avais fait une pauvre photo pourrie.
Et en fait, complètement par hasard, pas de hashtag, rien du tout, il y a une journaliste, Marie-Claire Maison, qui a vu cette photo. Et elle m'a contactée, elle m'a dit, j'ai envie de faire un article sur vous. Et j'avais même pas de produit, c'était que des bouts de tissu. Donc on a lancé en toute vitesse une collection de coussins, parce que c'était l'objet le plus facile à fabriquer, pas de mesure, rien du tout, juste un recto verso et puis une couture. Et c'était vraiment la première collection. Et petit à petit, on a été envahi en fait par des demandes. C'était vraiment Jamini, c'est une marque de pull et pas une marque de push. C'est très simple. Hein. C'est vraiment la cliente et la communauté qui nous ont tiré à faire, qui m'a poussé, qui a dit on veut plus, montrez-nous plus, racontez-nous plus. Et je ne suis pas quelqu'un qui aime bien faire des grandes conférences, parler de Jamini et tout ça. J'aime juste le tissage, les couleurs et les mains qui le fabriquent. En fait, tout simplement c'est ça. Tout le reste, c'est venu parce qu'on m'a demandé des choses. Et donc petit à petit, on a commencé à grandir la communauté d'artisans. On a commencé à fabriquer des produits avec différents groupes d'artisans. Et avec vraiment le but de parler de cet artisanat et parler de savoir-faire derrière et parler du fait que si on n'encourage pas ces artisans à continuer, demain, ils vont tous travailler dans l'informatique et la banque. Et il n'y aura plus rien. Donc, ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, la marque, c'est vraiment une toute petite marque, complètement autofinancée au début. Et un ami très généreux qui m'a dit « Je crois dans ton rêve, je vais t'aider ». Et aujourd'hui, on a donc une boutique à Paris, on avait 2, on a fermé la deuxième, heureusement, juste avant Covid. Un e-shop, pas mal de revendeurs entre 50 et 60. On a fait 24% de croissance l'année dernière, cette année on fait 50% de croissance. Donc, cher Emmanuel qui m'a rejoint il y a quelques mois parce que maintenant on a tellement de demandes que je n'arrive plus à dormir si je n'ai pas d'aide. Avec toujours la volonté de faire travailler des artisans, à faire parler d'eux et d'elles. De les encourager à apprendre des nouvelles façons de fabriquer, nouvelles choses que j'apporte d'ici en fait, avec mon œil complètement franco-indien. Et créer une marque qui soit 100% handmade, avec l'histoire d'une personne derrière, avec moi qui suis l'ambassadrice de ces gens-là que vous n'allez jamais voir en vérité, et continuer à créer en fait une gamme de plus en plus importante avec le seul but de promouvoir le handmade, l'artisanat, et de se dire que si on n'aide pas la préservation de savoir-faire, on va tous devenir de machines. Et ça, j'ai pas envie. Voilà. Donc, c'est vraiment la raison d'être Jamini. Emmanuel va vous raconter plus l'histoire du business, la marque, qu'est-ce qu'on a envie de faire par la suite et pourquoi aujourd'hui c'est important. Ce qui est important chez Jamini, c'est ce créneau d'artisanat et de social. C'est la vraie histoire. C'était même pas le créneau, en fait. Donc c'est ça qui a fait que tout de suite, les gens, ils l'ont vu. C'était vraiment très, très longtemps avant ces histoires de RSE, on va faire le positif pour la planète. Ça n'existe pas, mais c'était vraiment l'histoire des artisans depuis le début. Avec le côté biculturel, on vous fait voyager, on vous emmène vraiment chez la personne qui a fabriqué votre coussin. On va vous montrer comment elle mange, dans quelle école son fils va aller le matin. C'était dès le début l'histoire de notre marque. Et aujourd'hui, c'est hyper à la mode. Donc, heureusement, on est toujours à la mode et j'espère qu'on va rester à la mode pendant encore 100 ans. Mais voilà, c'est l'histoire de Jamini. Aujourd'hui, on a une grande... Je pense qu'on a un joli avenir devant nous. Et Emmanuel va être l'ambassadrice de cet avenir. Et moi, je vais rester avec mes artisans derrière, dans leur petit village. Je suis trop contente de le faire. Voilà. Pas de pression. C'est vrai qu'on est aujourd'hui sur un marché hyper porteur qui est la décoration d'intérieur et qui a très très bien performé pendant le Covid. Ce qui est vrai aussi, la force de Jamini, c'est d'une part le fait que Usha a une connexion très très proche avec ses communautés d'artisanes et d'artisans, dans la région d'Assam en particulier, d'où tu es originaire, mais aussi Jaipur. Et ce qui est très particulier aussi chez Jamini, c'est que Usha crée tous les motifs, crée tous les designs. Et ce que nous disent nos clients, c'est une marque coup de cœur, quoi, dont on a très envie d'acheter. C'est une marque cadeau, on a envie d'offrir, les motifs plaisent, ça apporte de la gaieté dans les intérieurs. Donc c'est avant tout pour ça qu'ils achètent. Et en général, après,
Ils découvrent, ah oui, mais il y a un engagement social, il y a des vraies valeurs derrière, et ils le découvrent après coup, et c'est bien dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas cet engagement pour vendre nos produits plaisent sous la façon coup de cœur, et en plus, nos clients, qu'ils soient B2B ou B2C, sont rassurés par le fait qu'il y a des vraies valeurs derrière. Et pour Nassou, c'est extrêmement important. Par rapport à ce qu'elle dit, Emmanuel, c'est-à-dire les motifs et tout, on a fait vraiment contre-courant. Hein. Quand le mode était super scandinave, je faisais des grosses fleurs en jaune et rose. Quand on a travaillé vraiment les couleurs terracotta, je fais du bleu canard partout. En fait, on regarde pas la mode, on regarde pas les tendances, on fait exactement ce qu'on a envie et c'est notre grande force parce que personne ne fait ce qu'on fait. Personne, il n'y a pas une personne qui fait des grosses fleurs quand la tendance est des rayures, qui fait, je sais pas, des motifs pas du tout graphiques quand tout le monde fait du graphisme. On fait absolument tout et contre la tendance. Et je pense que c'est vraiment, vraiment une force. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le fait d'inventer des nouveaux motifs qui sont faits soit avec des métiers à tisser, soit avec du bloc print, donc l'impression avec des blocs de bois, ça permet de former tous ces artisans et ces tisserandes, à des motifs ou à des techniques ça les fait progresser dans leur technique et ça nous permet justement d'augmenter leurs compétences. Donc il y a aussi un aspect formation derrière qui est intéressant. Et du coup, ce que nous disent nos clients, c'est on voit que vous avez un engagement et vous faites les choses bien parce que c'est authentique. Et pour nous, ça c'est à la fois une force aujourd'hui et à la fois un challenge pour demain, c'est de se dire là, on rentre dans une phase de forte croissance. Comment on garde cette authenticité avec notre communauté d'artisans, de clients qui est absolument fondamentale. Quelqu'un disait dans la plénière ce matin, les clients ont un radar du bullshit qui est phénoménal et c'est vrai quoi. Et c'est vrai et donc nous notre ligne de mire c'est rester authentique avec ces valeurs humaines qui sous-tendent Jamini. On a mis à la fin de cette slide, on a à peu près tout dit là-dessus, mais une chose qui est importante c'est la mission de Jamini, telle que nous on se la définit en toute humilité, c'est d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur une Inde authentique. Quand Usha va en voyage et que de temps en temps elle emmène quelques clientes, mais ça on va pas le dire trop fort parce qu'on va pas pouvoir le faire souvent, elle les emmène alors virtuellement ou en vrai dans des contrées inconnues, dans des villages en Assam qui sont pas accessibles dans un voyage normal et qui transportent et qui donnent toute leur valeur à nos produits. Alors concrètement, puisque moi je dois développer le business donc on parle de direct to client, nous on a envie plutôt de dire direct to notre communauté, parce que finalement Jamini c'est une histoire de communauté. Il y a la communauté des artisans, il y a la communauté des clients B2C et il y a la communauté des clients B2B. Et exactement comme Kabaya l'a dit tout à l'heure pour ceux qui ont entendu, il a construit sa marque autour des trois réseaux, c'est-à-dire du brick and mortar avec une boutique standalone, du e-commerce et un réseau de revendeurs qu'il appelle à l'ancienne. Alors moi je pense que pour nous c'est pas tellement à l'ancienne, mais en tout cas le wholesale est extrêmement important. Alors c'est vrai que du point de vue opérationnel, c'est parfois l'enfer parce qu'il faut gérer un site e-commerce, il faut gérer les livraisons, il faut gérer des grosses commandes de B2B qui sont encore un autre métier que le retail. Mais en fait, c'est la meilleure façon pour nous d'asseoir la marque. Et asseoir une marque, ça prend du temps. Ça fait 7 ans que Jamini existe et on espère que ça durera encore très longtemps. Et on construit cette marque doucement mais sûrement. Et dans la construction de cette marque, cette omnicanalité ou cette complémentarité de réseau est super importante. En général, nos clients B2B ou B2C découvrent la marque soit sur Instagram, soit parce qu'ils passent par hasard devant la boutique. Et pour nous, le toucher des produits, la découverte des couleurs en vrai est fondamentale. Et quand un client B2C découvre nos produits en magasin, après il achète tout ce qu'il veut sur Internet, il a vu, il sait la force des couleurs, il sait la force des motifs et après il a aucun problème à acheter. Donc la boutique joue un vrai rôle de showroom et de point de vente. Le e-commerce est en gros développement et c'est vrai que le coût d'acquisition de nouveaux clients sur Internet est très fort, donc ça n'est pas si peu cher que ça. Et le réseau de revendeurs, donc ce sont des boutiques de décoration partout dans le monde, des concept stores, des cafés, épiceries, décorations, enfin on a un peu tous les formats. Ils jouent un rôle très très important parce que ce sont souvent des femmes d'ailleurs qui sont ambassadrices, qui ont un certain goût pour la décoration, qui vont intégrer les produits Jamini dans leur espace et dans leur environnement, donc qui vont faire vivre, en fait chaque point de vente fait vivre nos produits Jamini d'une façon un peu différente. Et ça permet de raconter l'histoire, mais de façon très humaine parce que
ces magasins de décoration ont leur clientèle proche. C'est des relations très fortes souvent qui se créent, et souvent dans des petites villes en France. Et du coup, pour nous, c'est une difficulté organisationnelle aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, mais c'est fondamental pour construire la marque et le B2B est en très forte croissance en France comme à l'étranger. Et puis cette communauté, elle est globale. Elle part des artisans jusqu'au client final. Et c'est des personnes qui partagent nos valeurs d'authenticité, nos valeurs de formation, de développement, de soutien à l'éducation des enfants, ce qu'on fait à travers un partenariat en Inde pour justement les femmes tisserandes, pour que leurs enfants puissent aller à l'université, etc. Donc il y a des vraies valeurs derrière. Et un des challenges pour l'avenir, c'est justement de faire se parler toute cette communauté et continuer à partager nos valeurs sans jamais les perdre. Du coup, peut-être, j'enchaîne sur nos enjeux, Usha. Jamini, demain, on espère que la croissance va bien se continuer. Le premier enjeu pour nous, c'est que comme on veut une construction dans la durée et on est sincère dans nos engagements, il faut qu'on consolide nos engagements, c'est-à-dire avec les ONG avec qui on travaille en Inde, avec les universités, avec le développement des réseaux d'artisans, etc., qu'on le transforme en engagement sur le long terme. On ne veut surtout pas tomber dans le social washing parce que ça, c'est pas la valeur de Jamini et c'est ce qui nous anime au quotidien. Donc, consolider l'engagement sur le long terme. Aujourd'hui, on a un capital sympathie de la part de nos clientes qui est phénoménal. Avant de rejoindre Jamini, Usha m'avait demandé d'interroger quelques clients et c'était très très fort. Un amour de la marque, inconditionnel, etc. Donc à la fois c'est super et à la fois il faut qu'on soit à la hauteur de ce retour de nos clients et qu'on puisse... Il y a plein de façons de faire ça, on a beaucoup d'idées, mais remercier ses clients et ses clientes de leur fidélité et leur faire partager justement tout ce qui est vécu en Inde, dans les ateliers, parce qu'ils ne pourront pas forcément y aller, mais animer cette communauté de façon sincère en partageant toutes ces expériences. Et voilà. On a plein d'idées pour développer nos business, de catégories de produits, de partenariats, de collaborations. On a fait beaucoup de collaborations chez Jamini et ça va continuer parce que c'est à chaque fois des expériences formidables de win-win avec d'autres marques et puis en termes de création, ce sont des expériences fabuleuses. Le point de vigilance qu'on a, c'est de se dire la qualité est une des valeurs fondamentales chez nous. Et c'est pour ça que nos coussins ne valent pas 3 €. Ils en valent plutôt 45 que 3. Donc nous avons des exigences de qualité et nous avons un des fondamentaux, c'est que ce soit de la fabrication artisanale. Donc toute la question, c'est comment on scale up à la fois notre largeur d'offre et à la fois nos volumes, tout en restant intransigeant sur la qualité et la fabrication artisanale. Et c'est là que la force de Usha aussi, c'est d'avoir tout le réseau à la fois familial et à la fois amical et professionnel en Inde pour développer des nouvelles communautés d'artisans, pour renforcer et pour pouvoir augmenter en volume. Et puis on a un autre point aussi, c'est qu'aujourd'hui on a quand même une petite équipe. Et un des poumons de la croissance, c'est la supply chain et la logistique. Parce que finalement le développement wholesale, on a un boulevard devant nous, mais clairement un boulevard et le développement e-commerce aussi. Alors sur cette partie-là, on est très vigilant de ne pas se développer n'importe comment, de ne pas faire cannibaliser, d'avoir une répartition géographique qui fait sens et qui fait que chaque revendeur a sa part à jouer et n'a pas de la pollution autour, et qu'on crée des vrais partenariats. Pour nous, c'est fondamental. Donc ça, c'est pour la partie wholesale. Donc si on fait les choses bien, il n'y a pas de question là-dessus. Il faut que la machine suive derrière en termes de traitement des commandes, en termes de service client, qui est quelque chose de très important. Parce que quand on parle de relations humaines, ce que nous disent nos clients B2B ou B2C, c'est vous êtes toujours là pour nous répondre, vous avez une réactivité phénoménale. Et pour nous, ça fait partie du service client. Mais ça, il faut continuer à pouvoir le faire en ayant 3 fois plus de clients qu'aujourd'hui. Tout à fait. Ça, c'est après-demain. Je parlais juste de demain. Beaucoup plus de clients sans avoir des frais de structure qui soient monumentaux. Donc, c'est un challenge super intéressant. On est prêt à le relever. Mais voilà, et j'ai oublié de dire tout à l'heure dans les
dans la complémentarité de réseau, Jamini a fait aussi beaucoup de pop-up qui sont, alors c'est pas nouveau, toutes les marques en font, mais ce sont des occasions d'association avec des chefs indiens, avec des tas d'aventures à chaque fois qui permettent justement à nos communautés de découvrir une facette de l'Inde qu'elles n'auraient pas eu forcément l'occasion de découvrir. Donc c'est dans ce sens-là que Jamini ouvre une fenêtre sur l'Inde qui nous paraît intéressante. Encore une fois, en toute humilité, mais avec beaucoup de conviction. Tu veux rajouter quelque chose, Usha? Non, je pense que c'est important, en fait, quand on va réfléchir à la suite, parce qu'il y a plein de marques qui se posent la question, c'est, comme on a eu cette discussion, quelles sont nos valeurs vraiment, vraiment, vraiment fondamentales? Quels sont les sujets sur lesquels on ne va jamais faire une croix? Pour moi, quand les gens me demandent, OK, tu veux chercher à ouvrir à New York ou à Londres, comment tu vas suivre en termes de production? En fait, ce qui est important, c'est qu'on a... je parle beaucoup d'Inde, hein, parce que c'est un pays qu'on ignore. En fait, on connaît pas mal de choses sur la fabrication en Chine, en Portugal, en Roumanie. On parle beaucoup de Made in France, Made in Europe. Mais l'Inde a un patrimoine culturel de savoir-faire qui est extraordinaire. Parce que l'Inde, ce n'est pas un pays. C'est un pays où on parle plus de 500 langues. Donc, en fait, juste en termes d'artisanat et de technique et de possibilité d'aller puiser, former, c'est énorme. Donc demain, on n'a pas de problème de supply chain parce qu'en fait, il y a des villages entiers. Si on leur dit, OK, on va vous donner un salaire correct, vous allez pouvoir dormir dans les maisons correctes, vous allez pouvoir envoyer vos enfants à l'école, on n'aura pas de problème de se dire, OK, comment demain on peut imaginer une croissance de x10 ou même x100. Parce qu'on a cette possibilité, les personnes attendent de pouvoir travailler avec la nature, avec les pigments naturels, avec les roseaux qu'ils vont cueillir dans les champs, parce que cette matériau, en fait, existe déjà. On n'a pas besoin de réinventer, il ne faut pas imaginer des problématiques où il n'y en a pas. En fait, comme Hélène disait tout à l'heure, il y a tellement de matières naturelles, il y a tellement de savoir-faire que c'est vraiment sous-exploité. Donc, c'est quand même quelque chose d'hyper sympa où on n'est pas confronté à cette problématique de comment on peut maintenir la croissance sans faire un espèce de sacrifice sur la qualité derrière ou sur la qualité humaine derrière, en fait. On n'a pas besoin parce qu'ils attendent que ça. Donc, ça, c'est assez sympa. Voilà ce que nous venions partager sur Jamini. Eh bien, merci beaucoup. C'était très intéressant. Est-ce qu'on a des questions, peut-être? Allez, une petite question là-bas. On a un peu de temps, hein, donc on va continuer à discuter. Vous parliez beaucoup de valeurs, d'entreprise, justement, parce que c'est important. Est-ce que vous pensez, vous, en tout cas, dans votre secteur d'activité, que les gens sont plus attachés aux valeurs qu'à votre produit intrinsèquement parlant, en fait? J'allais dire, est-ce que vous pourriez vendre, entre guillemets, n'importe quel produit si vos valeurs sont assez fortes? Est-ce qu'ils achèteraient vos produits? Merci. Je peux vous répondre en toute humilité. Oui, les gens adorent nos produits d'abord. En fait, c'est ce qu'Emmanuel vous a raconté. C'est l'histoire de Jamini. On n'a jamais fait comme les autres. Donc, on a toujours une très forte identité visuelle. Et c'était un énorme risque, hein, parce que honnêtement, j'ai commencé à faire du jaune et du rouge quand tout le monde voulait du gris et du blanc. Donc, on a une très, très forte identité. On a toujours eu une qualité absolument irréprochable, tout simplement parce qu'en fait, on ne peut pas me bullshiter, hein, je suis indienne. Donc, quand je vais sur place et je vois, je sais très bien comment ça a été fabriqué, quelle teinture a été utilisée, comment ça a été lavé, avec quel type de produit chimique ou pas. Donc, en fait, c'est l'avantage de dire que je maîtrise vraiment le côté culturel, que, en fait, même si quelqu'un est très fort côté industriel, il y a quand même un bagage culturel qui est très important dans les pays aussi lointains. Donc, pour vous répondre très simplement, on a un produit qui est top, on a un design qui est top, on a une qualité qui est top. Donc, les gens, d'abord, aiment le produit. Sauf que moi, quand j'ai monté ma marque, je l'ai montée pour des valeurs. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce qu'on a les deux. Donc, c'est très fort à combattre. Donc, on a plein de concurrents qui existent sur le marché depuis 30 ans, 40 ans, parce que ce sont des sociétés familiales. Je ne vais pas vous citer des marques, mais il y en a beaucoup à qui on fait très, très peur.
même si on est là depuis 7 ans. Voilà, parce qu'on a un super produit, un prix super, une qualité top et des vraies valeurs derrière. Donc honnêtement, je pense que les gens achètent Jamini pour le produit, mais je pense qu'aujourd'hui, comme on a les deux, on se différencie très fortement par rapport à nos concurrents. Et les gens, en plus de ça, ils n'achètent pas vraiment le produit, ils se disent je fais quelque chose de bien quand j'achète un joli coussin Jamini. C'est vraiment réconfortant de dire ouais, j'adore ce produit, mais je fais vraiment quelque chose de bien. J'aide quelqu'un en plus. C'est pas l'un ou l'autre. Voilà. C'est la bonne surprise après coup. Quand des clients B2B nous contactent, ils nous ont vus en général sur Instagram ou sur une plateforme maison et objets. Ou... Je n'ai pas le temps d'aller tous les voir, évidemment, parce qu'on est submergé. Donc, je leur passe un petit coup de fil, parlez-moi de vous, etc., etc. Et je leur parle de la marque. Et c'est, ah oui, il y a tout ça. Ah, mais alors ça vraiment, ça m'intéresse parce que j'adorais vos produits, mais en plus, il y a ces valeurs. Et un des challenges qu'on a, et dont parlait Kabaya tout à l'heure aussi, c'est comment toute cette conviction qu'on a et ce discours, comment on le transmet à un distributeur qui va pouvoir le retransmettre à nouveau à ses clients, parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours une déperdition de messages, mais il y a clairement des moyens de travailler là-dessus, quoi. Une petite question de ma part. On vous a beaucoup entendu parler de ces valeurs, effectivement, et je reviens encore une fois dessus. Vous nous avez dit que c'était la petite surprise, la bonne surprise après le passage à l'acte d'achat, que ce soit en client B2B ou en B2C. Comment se fait-il aujourd'hui que vos valeurs soient si imprégnées finalement dans l'esprit d'entreprise, sans pour autant que vous l'utilisiez comme levier marketing? Parce que si j'ai bien compris, vous ne l'utilisez pas comme levier marketing. Alors, parce que moi, je suis pure étudiante et pure player marketing et je déteste quand on fait du greenwashing et du social washing. Je déteste. C'est pour ça, en fait, j'ai monté la marque, je vous ai dit au début, hein, quand on montrait les produits fabriqués en Inde comme la maison de luxe et tout ça, non, on n'a pas... En fait, c'est tellement ancré dans ma vision de dire que c'est ça qui est important et c'est ça qui va faire la beauté de mon produit. Je le sais, je n'ai pas besoin de le vendre. Je sais qu'aujourd'hui, si je le vends, je pourrais être millionnaire beaucoup plus vite. Mais en fait, on ne peut pas tricher sur des choses comme ça. Et je pense que dans la mesure où on le fait, l'impact va rester beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire qu'on ne sera pas la mode. On n'est pas dans le social parce que c'est la mode. On est dans le social parce que c'est vrai, et même quand ça ne sera pas le mode, on sera toujours dans le social, et les gens vont se souvenir de ça dans 10 ans, 20 ans, parce qu'on sera toujours hyper fidèle à ça. Donc, on a de la chance d'avoir un beau produit, on n'a pas besoin de faire ça pour vendre notre produit. Mais le fait que ce pilier est là, c'est vraiment, ça fait la force de Jamini. Mais justement, je trouve que dans votre cas de figure, ce n'est pas du greenwashing. Le greenwashing étant faire ressortir de fausses valeurs en faisant quelques efforts de manière totalement à côté du vrai chemin qu'on essaie de suivre. Là, c'est tellement au cœur de votre philosophie que voilà, j'étais étonné et ça me semblait intéressant d'aborder ce sujet-là. J'ai vraiment pas le sentiment que c'est du greenwashing pour le coup, mais je comprends que vous ne vouliez pas l'utiliser malgré tout comme. Oui, et le jour où il faudra, demain, si je décide d'ouvrir une école et je cherche un financement d'1 million d'euros, j'en parlerai. Parce que là, je dis, OK, pendant 10 ans, on a fait ça, maintenant on a besoin de votre aide, donnez-nous un peu de sous. Mais donc, je pense qu'il faut parler de ces choses-là quand on a vraiment besoin de faire quelque chose de très important avec un vrai impact visible. Mais sinon, tout le reste... même si aujourd'hui on n'utilise pas cet argument-là, je pense que dans le subconscious, on dit, le message, il s'imprègne. Même si on ne dit pas tous les jours, on ne monte pas tous les jours, petit à petit, et c'est un vrai succès marketing. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire des énormes campagnes pour dire j'ai donné à manger à 2000 enfants, mais tous les jours, 3 fois par semaine, on parle d'une façon très neutre, parce que c'est vrai, on n'est pas obligé de faire 3 tonnes, et ça restera beaucoup plus longtemps. Entendu. Au niveau des arrivées de vos produits, excusez-moi, vous n'avez pas été trop impacté par le Covid ces derniers temps? Oui, tout à fait. En fait, tout à fait, parce qu'on a eu 2 impacts très importants. Le premier, c'était le coût, parce que tout d'un coup, il n'y avait plus de transport. Donc ça a été très, très grave pour notre secteur. Mais le sujet sur lequel on a été très fort, moi j'ai des partenaires extrêmement fidèles en Inde. Donc malgré toutes les problématiques, j'ai été très élastique
avec tous nos partenaires. On n'a pas mis la pression. Je leur ai dit, écoutez, moi, je vous fais confiance. Si vous pouvez fabriquer en un mois, tout va bien, un mois et demi. En fait, Jamini a eu beaucoup de chance l'année dernière. On devait faire un pop-up au Galeries Lafayette l'année dernière, pendant 3 mois, mai, juin, juillet. Donc, j'avais lancé ma fabrication avec une prévision de Galeries Lafayette. On avait travaillé sur une prévision de vente pour 3 mois et j'avais lancé une énorme fabrication. Et on n'a pas eu l'impact, on n'a pas eu notre pop-up, mais on a eu une croissance de folie sur notre propre site. Et heureusement, j'avais tout ce stock-là. Donc, je n'ai pas eu de problème d'appro parce que j'avais lancé la production pour Galeries Lafayette. Et heureusement, la production est arrivée le 16 mars, le jour où on a eu le confinement. Elle est arrivée en France le 16 et j'ai été livrée le 18. Donc, on a eu beaucoup de bol. Et depuis, on essaie de travailler avec beaucoup de prévisionnels parce que, en fait, quand on maîtrise vraiment le supply chain, moi, je sais combien de temps j'ai besoin de faire venir un tissu blanc, combien de temps le camion va prendre pour arriver du sud de l'Inde jusqu'à Jaipur. C'est vraiment quelque chose que je connais. Et puis, on échelonne aussi les productions pour savoir que tout n'est pas chez la même personne et tout n'est pas livrable le même jour. Et après, effectivement, il y a un surcoût de transport qui est la même chose pour toutes les marques en ce moment. Et ça, il faut être intelligent et gérer ça bien. Et on a eu beaucoup de chance, ouais. Et 2020 a été notre meilleure année ever, avant 2021, bien sûr. Ah oui, parce que les 50%, les plus 50%, c'était 2020 du coup. Ouais. 2021 sera 50% sur 2020, mais 2020 était plus 24% par rapport à 2019. Ouais. Entendu. Oui, effectivement, il y a de quoi. Félicitations pour ça. Une question, mesdemoiselles, peut-être? Vous avez créé votre communauté d'artisans, finalement? La première communauté d'artisans, en fait, c'est vraiment des villages dans lesquels j'ai grandi, tout simplement. Hein. Je savais qu'il y avait du savoir-faire et j'ai grandi là-bas, donc je connaissais un mec qui faisait la teinture naturelle, une fille en fait, le secrétaire de mon père travaillait dans les mines de charbon. Il y existait encore des mines de charbon. Et il avait un secrétaire, un personal assistant, et un petit garçon qui venait lui servir du thé tous les matins à mon père dans son bureau. Et un jour, quand j'ai monté Jamini, mon père me dit « Oucha, tu te souviens de ce petit garçon qui me servait du thé et tout ?» Je dis « Bah oui, tu devrais discuter avec lui. » Je dis « Pourquoi ?» Parce qu'en fait, il est devenu ingénieur textile, il a fait des études en Allemagne. Et il a importé plein de machines allemandes et c'est lui qui est en train de changer la façon dont on va traiter le soie, le fil de soie en Assam avec les techniques de tissage incroyables. Donc, on va le rencontrer. Donc voilà, c'était vraiment mon premier artisan. C'était pas du tout un artisan parce qu'il est devenu vraiment un ingénieur hyper connu. Il est décédé à cause de Covid l'année dernière. Donc ça, c'était le premier atelier avec qui j'ai commencé à travailler. Et après, j'ai vraiment des amis. J'ai fait 3 écoles en Inde. J'ai des amis partout dans le pays qui m'ont toujours dit, voilà, moi, je connais telle personne qui travaille avec telle communauté, ils font tel type de travail, va les voir et tout. Donc, je suis partie dans tous les sens. J'ai rencontré plein de gens. Il y avait plein de bullshit. Il y avait des gens très fidèles. Mais j'avais besoin de les former pendant 4 ans. Donc, c'est beaucoup d'expériences vraiment, vraiment fortes et très, très difficiles parce qu'on a perdu beaucoup de production. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a mis des choses mouillées dans les plastiques, c'est arrivé ici, c'était pourri. On a eu plein de choses. Hein, donc c'était. Mais l'avantage, effectivement, c'est d'avoir des gens sur place et d'avoir un réseau de connaissances et d'amis, d'enfance. On ne peut pas remplacer ça. Donc. Pour terminer, une dernière toute petite question. Est-ce que vous savez combien d'enfants à l'école ça représente, Jamini, maintenant ? Alors, je peux vous dire que je ne peux pas vous donner le nombre d'enfants, mais je peux vous donner le nombre d'artisans. Donc, à peu près entre 80 et 100 artisans qui travaillent pour nous à plein temps, entre différentes régions en Inde. Et donc, ces artisans, après, demandent aussi à leurs femmes de broder, par exemple, parce qu'il y a le monsieur qui va faire la couture dans l'atelier et sa femme qui va broder. Donc, je ne connais pas le sous-traitement familial de notre travail parce qu'il y a plein de choses qui se font à la maison, hein, parce qu'il y a plein de femmes qui ne sortent pas de leur maison.
Donc on ne peut pas contrôler ça, et c'est ça qui est bien, parce que du coup, rien n'est fabriqué dans les machines. Mais oui, voilà, je dirais 100 artisans directs, et après, il y a toutes les femmes, et il y a aussi les enfants qui vont à l'école à cause de ça, grâce à ça. Bon, eh bien, félicitations pour ça. Merci beaucoup, Echa. Merci beaucoup, Emmanuel, d'être intervenu. Et puis, on vous souhaite bien évidemment les x10 clients, 10 fois plus de clients, à horizon rapide, on espère. Merci. Merci pour tout. Merci.